pas s'en sortir. Et puis voilà, comment on fait d'Epitech aux jeux vidéo et comment on passe également du code qu'on fait principalement à Epitech au design, puisque ça c'est ce que tu fais aussi principalement dans tes activités. Mais le mieux, plutôt que je te fasse un résumé qui ne soit pas tout à fait juste, c'est que tu te présentes toi-même. Ok. Je te laisse te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans les grandes lignes, pour que tout le monde sache un petit peu qui tu es. Ouais. Bonjour à tous. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté maintenant. J'étais à votre place il y a quelques années. Je suis Alexandre Aramon, j'ai 27 ans et je suis directeur créatif chez Embers. C'est un studio de création de jeux vidéo pour PC et console. Et je sais pas sur quoi tu veux que je commence tout de suite. Ben, ça me paraît pas mal déjà comme petite introduction. Donc tu l'as dit, tu as fait Epitech il y a quelques années, mais Ouais. je crois que tu n'as pas fini par contre. Non, j'ai pas fini Epitech. Je me suis arrêté en cours de 5e année. Euh, j'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé à Epitech, surtout les 3 premières années à Stras que j'ai adoré. Et j'ai fait ma 4e année au Canada. Et la 5e, au moment de faire le IP, j'avais déjà des options pour entamer ma carrière. Et les deux n'étaient pas du tout compatibles et je me suis directement lancé dans ma carrière plutôt que de terminer Epitech. Ok, et ça t'a jamais manqué de ne pas avoir terminé Epitech justement? Ça t'a jamais posé de problème? Je vous le conseille pas forcément si vous cherchez des emplois où vous serez employé, parce que ne pas avoir le diplôme, ça peut fermer certaines portes. Mais je savais que je me dirigerais vers l'entrepreneuriat et du coup, ça ne sert pas à grand chose d'avoir le Mhm. diplôme, il faut surtout les compétences qu'on apprend. C'est tout. Et alors justement, une question qui découle de ça, c'est comment on fait pour passer d'Epitech, où on est dans ce monde de la programmation informatique pure et dure, au métier que tu fais aujourd'hui? Quelles sont les différentes étapes pour y arriver? Il y a une seule étape, c'est l'auto-formation. C'est un des trucs qu'on apprend le mieux à Epitech. Et c'est apprendre en permanence sur le plus de sujets possible, surtout pour un rôle comme celui que j'ai de directeur créatif. Il faut connaître énormément de domaines. Et avoir fait Epitech, ça m'a aidé pour le domaine technique. Mais tout le domaine artistique, je l'ai appris moi-même. Et tout le domaine du game design aussi. Et donc, c'est profiter de la manière qu'on a ici d'apprendre à Epitech, de prototyper, d'aller vite et tester plein de choses. Il faut le faire en permanence et sur plein de sujets. Et on finit par y arriver. Ok. Est-ce que justement il y a des choses à Epitech que tu as apprises en spécifique technique justement qui t'ont quand même servi dans ce domaine du jeu vidéo? Bah, dans mon équipe, il y a des devs. Ouais. Et être capable, du point de vue game design, de comprendre ce que vont faire les développeurs juste derrière et quelles problématiques ils vont avoir, ça permet de trouver beaucoup plus rapidement la bonne solution. Et surtout, quand ils sont bloqués sur certains sujets, je peux les aider. Et sinon, l'autre skill principal que j'ai appris à Epitech, c'était la capacité d'apprendre Ouais, c'est ça. et d'être rigoureux. C'est Ouais. vraiment un des points en plus de faire attention aux détails. Parce que justement, c'est une question qu'on se pose, c'est comment on rentre dans ce secteur qui est a priori assez fermé, alors qu'on nous en dira un petit peu plus juste après, mais le secteur du jeu vidéo, c'est un secteur qu'on imagine fermé, on nous dit toujours c'est très compliqué d'y rentrer, il faut faire les bonnes universités en 4e année, notamment Epitech, pour pouvoir ensuite accéder à ce genre de secteur. Est-ce que tu as rencontré, toi, des difficultés justement sur ton parcours pour rentrer dans ce secteur? J'ai un parcours assez atypique, du coup, je ne serais pas forcément le meilleur exemple, mais je connais pas mal le milieu quand même. Perso, je suis rentré dans le milieu du jeu vidéo avant la 4e année, donc avant cette fameuse spécialisation. Dès le stage, enfin, pensez vraiment au stage et faites pas ça à l'arrache, parce que ça vaut presque autant, voire plus, que ce que vous faites pendant les études. Perso, j'ai trouvé mon stage en jeu vidéo en 3e année, j'y suis allé, et plutôt que de faire juste le strict minimum, j'ai pris énormément de risques dans les tâches que je prenais une fois sur place. Et c'est comme ça que je me suis fait repérer et que j'ai pu continuer à bosser plus dans le jeu vidéo, avoir des contacts. Et de là, c'est vraiment boule de neige. J'ai fait boule de neige encore et encore. Alors justement, tu parles de ce stage de 3e année, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans les détails? Tu as fait ton stage chez Vaudou, c'est ça? Ouais, Alors est-ce que tu peux me dire ce qu'est Vaudou, ce que tu y as fait? je vais vous faire Voodoo comme je l'ai connu. Quand moi j'y suis allé, il y avait quoi, 5-6 personnes Hum. quand je suis rentré en 3e année. Et c'était un petit studio de jeux vidéo mobile qui était à son 2e jeu et qui commençait à faire beaucoup de chiffres et à grandir. Et du coup, je les ai rejoints pour développer Boule. C'est une adaptation de la pétanque, mais en jeu mobile très très grand public, assez fun. Et j'en suis parti et je suis revenu 2 ans après dans cette boîte. Ils étaient 40. C'était passé en format international, jeu très grand public avec des millions d'utilisateurs mensuels. Et là, c'est de l'hyper casu. Donc, c'est des jeux très très simples auxquels tu joues pas longtemps. C'est du consommable et qui font énormément de chiffres, non pas par les achats in-up, mais par de la pub. Et Voodoo, c'est la boîte qui a énormément poussé ce modèle de pub dans les jeux sur mobile à la place de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils sont rémunérés entièrement sur toute la boîte. Et quand moi j'en suis sorti, c'est plus de 300 personnes, plus de 4 milliards de téléchargements, top mondial. Et c'était ouais, dans les 300 millions
d'utilisateurs mensuels, et donc c'est énormément de tout petits jeux mobiles qu'on transforme en hits et auxquels on fait jouer le plus de gens possible. Ouais, c'est ce que j'avais vu sur leur site, effectivement, c'est plus de 100 jeux vidéo aujourd'hui qui sont sortis de cette boîte. Ça, Donc, c'est les jeux qui sont des hits. ouais. Et pour faire ces 100 jeux vidéo, il y a des milliers de prototypes derrière qui sont restés dans les cartons. Alors justement, tiens, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le processus de création de jeux chez Voodoo, sans rentrer dans les secrets de fabrication, mais de voir un petit peu comment ça marche, quels sont les process, combien de temps ça prend, combien il y a de personnes sur chaque jeu, comment c'est managé tout ça. Ouais. Bon, là, pour les développeurs, c'est le moment qui fait un peu peur, mais quand j'étais là-bas, c'était un jeu par développeur par semaine Ah, ok. qui finissait sur les stores et qui était lancé en campagne avec des milliers d'utilisateurs. Du coup, c'est vraiment, tu prends la quintessence d'une idée et dès que tu as un proto qui tourne, tu le finis le plus vite possible. Donc on avait une team où on était 4, la plupart du temps c'était des studios de 4. Tu as 3 devs et un artiste, l'artiste il se partage entre les devs, et chaque dev vient avec une idée et finit son prototype à la fin de la semaine et ça finit sur les stores et tu recommences. Et ce qui se passe, c'est que dans cette masse de prototypes, il y en a qui vont avoir des très bonnes data, parce qu'on dirigeait tout par la data. Et ceux qui ont des très bonnes data, on en faisait des hits pour de vrai. Et là, il y avait le dev qui l'avait conçu qui restait en support permanent dessus. Et d'autres qui venaient par moment pour aider quand il y avait des pics de features qu'il fallait finir rapidement. Et alors les jeux sont, j'imagine, testés, effectivement, tu dis que c'est data-driven, hein, Oui. tout le développement, mais les jeux sont testés également en interne, j'imagine. Comment ça se passe? Parce qu'en une semaine, comment on peut passer du design la publication sur le store? Comment ça marche, justement? C'est ce qui est impressionnant. J'ai fait la semaine type que j'avais, Ouais. j'arrivais le lundi. Tu as toujours en fond de tâche dans ta tête des idées qui trottent. Et le lundi, tu commences à te décider sur une. Tu fais tes premiers petits tests. Tu regardes en quelques lignes de code si tu sens que ça va prendre ou pas. C'est encore le moment où tu explores un peu. Le mardi, j'arrêtais mon idée. Et du coup, je me gardais le mercredi et le jeudi, donc que 2 jours pour le développer entièrement. Et le vendredi, c'était le rendre suffisamment robuste pour que ça puisse finir sur un store et intégrer tout ce qui est analytics dedans, les composantes moteurs. Elles étaient génériques, mais juste les réimplémenter dans le jeu spécifique. Et le vendredi soir, ça partait. Donc c'est à toi de venir avec tes idées de jeu. Il Ouais. n'y a personne, il n'y a pas une équipe au-dessus, une équipe dédiée à l'idéation sur les jeux. Il y avait plus ceux qui étaient responsables de la vision de la boîte, qui sont toujours là pour te dire si les jeux que tu es en train de faire vont dans la vision de la boîte, et de te rappeler ce qui est vraiment important, et de ce que eux ils sortent des datas qui pourraient marcher. Mais après, ce que toi t'en fais, c'est toi qui le décides. Et quelle idée tu veux pousser en avant, c'est toi qui décides. Donc tu es vraiment très libre et finalement assez autonome Ouais. dans la boîte, quoi. Et ça, c'est la partie studio de Voodoo, mais ils ont une partie publisher qui est la partie principale. C'est le Mhm. fait de vendre les jeux, de faire le marketing et de gérer tout ce qui est data. Et ça, c'est la plus grosse partie de la boîte. Et ils bossaient avec énormément d'externes qui peuvent être des gens comme vous, qui font un petit jeu, qui le soumettent à Voodoo. Et si Voodoo sent que c'est porteur, ils le font tester à des utilisateurs. Et s'ils vérifient que la data montre que c'est porteur, c'est un deal. Et à l'époque, le deal, c'était 1 million. Donc si tu avais un prototype qui passait et qui était accepté chez Voodoo, tu recevais instantanément 1 million d'euros. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et si le jeu continuait à te prendre, encore en essor, tu avais le support qui continuait derrière. Ok, ça effectivement c'est plutôt cool, mais ça paraît quand même assez intense. Est-ce que finalement c'est pas trop intense? Est-ce que c'est pas trop en demander? Est-ce qu'on finit pas en burn-out? J'ai envie de te dire que j'y suis plus. Et c'est peut-être Tu justement finis pas pourquoi. forcément en burn-out, mais tu as un espèce de jus créatif qui te permet de sortir des choses. Et le fait d'avoir un rythme de développement aussi intense fait que tu n'as jamais les pauses qu'il faut dans le processus créatif pour avoir des nouvelles idées. Donc Ouais. tu viens avec énormément d'énergie et d'idées nouvelles. Et une fois qu'elles sont à sec, bon courage pour réussir à reprendre de l'énergie pour en retrouver des nouvelles. Il y en a qui y arrivent. Souvent tu passes sur d'autres sujets ou sinon tu n'en as plus besoin. Et sinon tu as beaucoup de courage et tu continues. Ouais. Effectivement, je pense qu'il faut du courage quand même pour ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils bossent aussi énormément avec des externes. Il y a moins de studios que des internes, comme celui dans lequel j'étais, que de studios externes, où là tu le fais à ta sauce quand tu veux, mais t'as pas de salaire. Ouais. Si tu as signé ton deal parce que tu as réussi à faire un jeu qui marche, t'es bien, sinon tant pis. Ouais, effectivement, l'avantage c'est que là il y a la sécurité derrière quand on arrive là-bas. J'imagine que même si tu n'es pas resté extrêmement longtemps dans cette boîte, ça t'a beaucoup servi par la suite. Ouais, j'ai adoré. Et surtout, tu apprends énormément de choses. Tu apprends à faire un des trucs qui est le plus important quand tu crées des projets, c'est oser le lancer alors que tu as encore légèrement honte de ton projet. Il y a énormément de gens qui vont perdre 3/4 du temps à faire les 10 derniers pourcents. Les gens qui vont l'avoir dans les mains, ils en ont rien à foutre de ce 10 derniers pourcents, ils le verront même pas. Et tu te forces à le sortir à 90%, et personne ne verra que c'est à 90%. Tout le monde sera heureux. Mais il faut que ces 90 ils soient robustes, quoi.
Ouais, puis Que après, t'as ton le temps de expérience peaufiner. utilisateur principale, elle roule. Et les petits détails, t'en as pas besoin. Tu seras déjà sur la prochaine idée, elle sera mieux et elle vaudra plus que ton 100% du projet numéro 1. Ouais, ça Ça, effectivement, c'est un des points les plus importants. Et sinon, c'était te montrer de ce que tu es capable de faire. Ça, c'est une des plus grandes choses que j'ai appris là-bas. Quand tu arrives et qu'on te dit tu vas faire un jeu Mm. par développeur par semaine, tu leur dis il y a un problème, non? C'est une équipe et on a un mois, non? C'est moi tout seul. Et là, tu te dis je vais pas y arriver. Tu te lances et tu vois que ça marche. Et après, tu n'as plus du tout le même champ de possibilités dans ta tête pour ce que tu peux faire ensuite. Alors, est-ce qu'au niveau tech, il y a quand même une base, parce que développer un jeu en une semaine, c'est très rapide. Est-ce qu'il y a une base avec des librairies qui sont propres chez Vodou? Est-ce que vous avez des... Il y a des librairies uniquement pour la pub. Ok. Donc vraiment, sinon tout le reste, c'est from scratch à chaque fois. Ouais. Ok, c'est quand même assez impressionnant, effectivement, de se dire qu'on est capable de faire ça. Tu as développé combien de jeux, toi, justement, au cours de ta carrière? Alors, Si tu sais. le premier jeu sur lequel j'ai Ouais. bossé, c'était Boule. Là, Mhm. c'était un jeu qui était plus long, qui prenait plus de temps. Ensuite, chez Voodoo, j'ai dû développer une bonne trentaine de jeux, je pense, facilement. Et à côté, à titre perso, et si ça vous intéresse le jeu vidéo, je vous conseille vraiment de le faire. Mais déjà petit, j'avais fait un hack de Fire Emblem pour ceux qui connaissent. C'était sur GBA à l'époque où tu remplaçais le contenu du jeu. Mhm. Et sinon, j'ai développé des jeux de société de mon côté. Et il y a le jeu sur lequel je suis en train de bosser là maintenant. Ouais, dont on parlera très rapidement, très succinctement juste après. Mais justement, c'est une bonne introduction pour notre section d'après. On parlait du milieu du jeu vidéo, justement, qui paraît fermé de l'extérieur. Tu disais que le plus important, enfin, un truc très important, c'était de développer ses projets perso pour développer ses talents à côté. Je rajoute une note là-dessus. Ouais. Développer des projets perso, ça sert à rien si vous finissez rien. C'est être capable d'avoir quelque chose qui est fini et surtout d'avoir collaboré avec d'autres gens et de pas forcément avoir fait que des choses dans son coin. Parce que si vous faites que des projets dans votre coin, la meilleure chose à faire derrière, c'est monter un projet tout seul et pas d'aller voir des gens. Si vous voulez bosser avec des gens, faites des projets où vous bossez avec des gens. Allez faire des game jams ou des choses comme ça. Et sinon, montez des projets ou rejoignez des projets où il y a déjà plus de gens et plus de structures si vous ne sentez pas de créer cette structure. Mhm. C'est ça qui est important. Et alors justement, effectivement, est-ce que ce milieu, finalement, il est fermé, ce milieu du jeu vidéo? Est-ce qu'il est inaccessible ou est-ce qu'on peut y accéder Est-ce que c'est pas juste un rêve, une utopie? Je pense que dans le dev, c'est le plus fermé des domaines. Après, il n'est pas entièrement fermé non plus. C'est plus que c'est un métier où il y a besoin de plus de passion que d'autres. Parce que c'est pas forcément le domaine qui va payer le plus de base. Il y a des choses plus rentables à faire que du jeu vidéo. Si je voulais faire que de l'argent, j'aurais continué dans la branche du dev pur et je me ferais plus d'argent. Le jeu vidéo, il y a vraiment une partie de fun, mais du coup, en contrepartie, il faut bien le bosser. Et pour y entrer, il faut se lancer le plus tôt possible dedans. Donc cherchez des stages qui ont un rapport avec le jeu vidéo, même si c'est pas forcément le poste idéal dès le début. Faites des game jams et rencontrez d'autres gens qui en font. Et après c'est boule de neige, mais il faut lancer la boule de neige au départ, elle vient pas toute seule. C'est pas comme en dev où on peut rentrer à peu près n'importe où. Et après tout est servi sur un plateau, là c'est l'inverse, faut aller le chercher. Ouais. C'est un secteur qui est plus compliqué d'accès, effectivement, qu'un C'est extérieur, donc c'est quand même Après, par un ça mythe. se fait, hein. Ouais. Ça se fait vraiment. Les premiers pas sont un peu plus lents, c'est tout. Donc On faites-les le plus tôt possible. On est face à des étudiants de troisième année. Est-ce que tu as un conseil à leur donner là maintenant pour réussir justement dans ce domaine, s'il y en a qui veulent absolument se lancer dans le secteur du jeu vidéo? Quel est le conseil que tu leur donnerais? Faut commencer maintenant. Si vous n'avez pas déjà commencé maintenant, c'est maintenant qu'il faut commencer, aujourd'hui et pas le mois prochain ou quand il y aura un peu plus le temps. Si c'est ça que vous voulez faire en principal, c'est maintenant. Du coup, si vous cherchez des stages, cherchez là-dedans maintenant, ou des choses qui sont hybrides entre les deux. Allez chercher des compétences un peu autour de ce qu'il y a juste à Epitech. Et surtout, à Epitech, on va énormément vous bourriner sur le côté technique. Mais il faut un peu plus que ça pour du jeu vidéo. Il faut le côté comprendre les fonctionnalités gameplay, donc il y a un peu de créatif. Et ça, il faut l'entraîner de votre côté. Ou sinon, avec des trucs comme la Moonshot, créer des projets qui poussent un peu plus loin. Si j'avais juste fait le cursus de base d'Epitech, je pense que j'aurais absolument pas pu faire le parcours que j'ai fait. Mais en prenant les choses qui vont un peu plus loin à chaque fois autour de ce cursus, c'était vraiment faisable. Et alors, par contre, on en parlait juste avant. Toi, pour ta moonshot, tu n'as rien fait dans le milieu du jeu vidéo, justement. Ce qui Non. peut paraître surprenant. Non, parce que je suis tombé dans le jeu vidéo en découvrant mon stage en troisième année, Ouais. où je me suis dit pourquoi pas tester. Et c'est là que j'ai commencé à en tomber amoureux, mais c'était déjà après la Moonshot. Mhm. Je pensais pas du tout faire ça au départ. Ok. D'ailleurs, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que tu pensais faire au départ si tu avais une idée? Je pensais partir dans l'entrepreneuriat, mais je me cherchais encore sur le domaine. Et j'ai décidé de le trouver en testant des choses. C'est comme ça que j'ai trouvé. Finalement, tu as quand même atterri sur l'entrepreneuriat, puisque aujourd'hui, donc, tu as fondé Embers. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que fait Embers, sur ce qu'est Embers? Ouais.
Ember, c'est un studio de création de jeux vidéo. On fait que créer les jeux vidéo, on s'occupe pas de tout ce qui est pub et compagnie. Et sur du PC console, c'est des grosses productions. Et là, on est sur notre première grosse production qui dure 3 ans. Et j'ai cofondé ça avec 3 anciens collègues de chez Voodoo, dont un qui était cofondateur de Voodoo. Et maintenant, on est une 10-12aine et on est à Stras. Et voilà. C'est intéressant parce que donc, tu dis que c'est une grosse production, ça a l'air d'être complètement l'inverse de ce que faisait justement Vaudou. Oui. Est-ce que c'est parce que ça t'a dégoûté ou est-ce que c'est pour d'autres Non, on a raisons? vraiment, enfin tous les quatre, on a vraiment beaucoup aimé cette expérience, mais on avait toujours cette espèce de blague de fond qui restait en mode un jour on fera des vrais jeux. Mhm. Et le un jour on fera des vrais jeux, ben, on s'est retrouvé dans un bar, on s'est dit c'est aujourd'hui, et c'était parti. Et on a monté le projet petit à petit, et avoir le CV Vaudou derrière nous a permis de porter le projet, de lever des fonds et de créer toute une structure. On a un vrai studio, on a les fonds pour le jeu en entier. Parce que Sans ça, on n'aurait pas pu. justement, comment tu peux aller convaincre des investisseurs en disant on va prendre 3 à 4 ans pour développer un jeu, puis ça sortira ensuite, on verra si ça marche. Ça paraît un peu compliqué, ça paraît dangereux d'aller voir des investisseurs comme ça avec tant d'incertitudes. Et je vais même te spoil une info en plus, on n'a pas d'investisseurs dans la boîte. Il y a Ok, zéro ouais. investisseur chez Embers. On a, nous, fait un bon apport de capital au départ, et derrière, de par l'expérience qu'on a déjà dans le jeu vidéo, on est allé toquer chez des banques, et on a levé plus de la moitié des fonds entiers du projet chez les banques. Et après, il n'y avait plus qu'à faire le pont avec l'argent qui manquait en utilisant toutes les subventions qu'il y a en France. Il y en a énormément. Mhm. Il y a moyen de lever énormément d'argent juste avec des subventions. Ouais. Et ça, c'est faisable en s'entourant de personnes qui ont de l'expérience, en ayant un projet qui a l'air solide. Et surtout, quand tu fais du jeu vidéo, il y a un gros réflexe, je ne sais pas pourquoi il est encore là aujourd'hui, c'est que quand tu montes une boîte là-dedans, tu arrives et tu te dis regardez, je suis super passionné, j'adore les jeux vidéo, mon jeu il va être incroyable. Et tu parles à une banque. Ouais. Et la banque, elle te dit je comprends pas ce que tu me dis. Mm. Et il faut que tu aies une base solide où tu leur présentes un projet d'entrepreneuriat et pas juste un projet passion. Et si tu arrives à faire ça, tu n'as plus du tout la même réponse en face. Ils se mettent à écouter et là tout change. On arrive, effectivement, des banques arrivent à faire confiance en disant on va sortir le projet dans 4 ans. Tu n'as pas rencontré d'obstacles justement sur ce C'est du domaine-là? boulot, je Ouais. vais pas te dire que ça tombe Ouais, comme ouais. ça, mais non, c'est vraiment faisable. Ok, bah c'est bon. Comme quoi tout est possible, effectivement. Ouais. Donc ça, Nous, c'est. on avait du coup un apport initial à 130 000 euros grâce au capital ensemble des 4 associés. Mhm. Et en levée de fonds, on a fait x10. Ok, ouais, c'est pas mal. Donc là, on a, comme dit, l'équipe de 10 où tout le monde est payé et où on est bien jusqu'à la fin du jeu et même un peu plus le temps que les premières ventes se mettent en place. Et compagnie. Et alors justement, comment ça fonctionne chez Embers? Tu as dit que vous étiez une dizaine, comment vous êtes répartis? Qui fait quoi? Quelles sont les équipes? Comment c'est géré tout ça? Alors on est 10 et sur les 10, il y en a un qui sera pas là tout le temps, qui d'ailleurs est un épithèque qu'on vient de recruter, un alternant. Et sur nous, 9, il y a 2 devs. Donc moi je suis directeur créatif, c'est vraiment celui qui crée la vision du jeu. C'est le game design à son essence même, ce que va être le jeu, comment il fonctionne. Et après autour de ça, il y a un producteur qui s'occupe de tout ce qui est banque, gérer les relations et tout ça. Et sinon, ouais, il y a 2 devs, il y a pas mal d'artistes, un directeur artistique pour gérer ça, et l'équivalent du réalisateur au cinéma. C'est celui qui vérifie que la vision du jeu, ce sera bel et bien le jeu. Et ça, c'est notre équipe complète. Et en plus de ça, aux États-Unis, en Angleterre, on a un compositeur et un designer audio qui, eux, sont la team audio, qui sont là pour faire la musique et tous les sons qui vont dans le jeu. Ok, super intéressant. Et en plus, vu qu'on fait que la création, on a un publisher qui s'occupera de distribuer et faire le marketing du jeu. Ouais, alors ça, effectivement, on en parlait tout à l'heure, justement, avant qu'on passe en direct, c'était super intéressant. Ce côté d'avoir, effectivement, vous ne faites que la partie création du jeu. Ouais. Vous vous occupez pas de la partie technique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment ça marche, justement, cette partie publisher séparée, externe? Tout ce que nous, on va développer, c'est des fonctionnalités gameplay. On va faire du recode et tout ce qu'il y a de technique et tout ce qu'il y a de technique pour le rendu visuel du jeu. Mais tout ce qui est spécifique à la vente ou au portage, nous, on n'y touche pas. On a décidé de trouver un partenaire qui est notre publisher où on peut vraiment se concentrer que sur la création parce que notre team elle est forte là-dedans. Et tout ce qui va être portage sur les autres consoles, c'est à eux de se débrouiller pour trouver des solutions pour que ça marche. Nous, sur des portages, tout ce qu'on va faire, c'est ajouter les fonctionnalités que tu as en plus de disponibles sur la console. Sur la PS5, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des contrôleurs où tu peux ressentir dans les gâchettes des retours et plus ou moins de force et d'autres contrôles du genre. Ça, c'est nous qui allons le développer.
mais faire en sorte que le jeu tourne sur la PS5, on ne va pas y toucher. Ok, donc ça c'est vachement cool parce que tu n'as effectivement pas besoin de te préoccuper de toute cette partie technique. Tu Ouais. peux vraiment focaliser à fond sur la partie création du jeu. Du coup, nos devs qu'on a chez nous, c'est des monstres pour créer des fonctionnalités gameplay et des tools qui vont servir au reste de l'équipe. Mais on n'a pas besoin d'avoir en plus les compétences techniques spécifiques qui sont juste sur de l'optimisation de support, ce genre de choses. Ok. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi et de ce que tu fais. À quoi ressemble ta journée finalement en tant que designer de jeu. Comment tu t'y prends comment ça se passe? Parce que j'ai aucune idée de comment on fait. Est-ce que tu prends un papier, tu dessines? Enfin, j'ai aucune idée. Comment ça marche? Ouais, pas de souci. Euh, Mon rôle à moi, ça va être de créer les briques qui vont faire en sorte que toute l'équipe puisse bosser derrière. Du coup, il y a eu pas mal de pré-prod en amont où j'ai forgé la vision et l'identité de ce qu'allait être le jeu, où j'ai énormément bossé avec les associés et surtout un des associés, le directeur artistique. Et du coup, nous deux, on a forgé la vision de à quoi va ressembler le jeu, comment on va y jouer, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que tout ça, ça devienne possible. Et une fois que tu as ta roadmap très long terme, après tu fais des briques plus petites. Et nous, on aura différents niveaux dans le jeu, on en aura 8. Et du coup, j'ai 8 niveaux très séparés à concevoir. Et là, on a réparti le travail en mode 2-3 mois sur chacun des niveaux. Et je vais construire tout ce qu'il faut, à quoi va ressembler le boss, à quoi vont ressembler les ennemis, comment tu vas jouer. Et je crée beaucoup de documentation la plus agréable à utiliser et la plus visuelle possible pour pas que ce soit dur à comprendre. Et une fois que c'est fait, c'est énormément de communication avec l'équipe, vérifier que quand ils créent bel et bien la vision, ben, ça marche, ça match, et qu'il n'y a pas de problème, et que ça marche tout aussi bien que ce qu'on avait en tête. Et on a une boîte où on essaye de créer le jeu tous ensemble. Donc on fait énormément de retours, et après mon taf, une fois qu'on est en train de le créer, c'est de faire évoluer la vision initiale avec tout ce qu'apportent les autres membres de l'équipe pour faire le meilleur jeu possible à la fin. Donc c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de narration, beaucoup de game design, et beaucoup de schémas le plus visuel possible pour que juste en le regardant tu puisses comprendre le mieux possible le concept, l'idée qu'il y a derrière. Ouais, et donc de la coordination ensuite pour que tout le monde travaille Ouais, il y sur la a même une longueur. grosse part de médiation, où c'est réussir à faire bosser tout le monde ensemble et rendre le jeu le plus attrayant possible. Et alors, vous avez des bureaux à Strasbourg, vous avez quand même du travail à distance, j'imagine. On peut peut-être faire une toute petite parenthèse là-dessus, parce que je pense que c'est une expérience intéressante aussi de travailler à distance sur ce genre de jeu où on a besoin justement de coordination. Comment ça s'est passé cette période-là? Bah, le mot intéressant, c'est un mot intéressant. Ouais. Parce que c'était un gros bordel. C'est pas tellement que c'est bordélique en soi, mais quand tu es à distance sur un projet très créatif, nous on lançait la boîte au moment où on était forcé de bosser en télétravail. Donc on a constitué l'équipe entière en étant à distance, sans qu'ils se voient, sans qu'ils nous voient, à part une fois ou deux. Et faire du créatif à distance, c'est horrible. Faire du technique à distance, c'est pas si compliqué. Je préfère 1000 fois depuis qu'on est dans les studios. Ouais. Maintenant, on a un grand studio, on est tous bien posés, on peut se lever et aller voir les uns les autres pour échanger des idées sur les features. C'est 1000 fois mieux. Ouais, clairement. Mais est-ce que tu as malgré tout un conseil à donner? Alors, je pose cette question parce que vous allez probablement devoir travailler avec vos équipes à distance l'année prochaine quand vous serez à l'étranger, en tout cas on vous le souhaite. Et vous allez avoir donc des gens qui sont répartis sur plein de fuseaux horaires différents, donc c'est encore plus compliqué. Mais est-ce que tu as un conseil à donner justement pour l'organisation, pour le travail à distance comme ça? Ce qui se passe quand tu bosses à distance et que tu es chez toi, c'est que si tu as le même endroit, pour la même pièce surtout, pour vivre, manger, jouer et bosser, ton cerveau est plus du tout capable de se concentrer, il va mélanger absolument toutes les activités. Et dès que tu seras en train de faire une, tu penseras aussi aux autres. Du coup, le meilleur conseil pour moi, en tout cas, c'était de compartimenter. Je mettais vraiment une tenue de taf quand j'allais travailler. Et ça peut être aussi con que d'avoir 2 sessions séparées sur ton ordi, ou sinon de ne pas être dans la même pièce, ou sinon d'aller bosser dans une médiathèque ou n'importe quoi. Mais ne pas avoir exactement le même cadre quand tu es sur ton loisir que sur ton taf, ça t'aide à pas avoir un espèce de mix et de plus voir les jours passer. Et tout le côté désagréable du travail à distance. Et au niveau management, et notamment créatif, parce que donc ça c'est une étape par laquelle tu as dû passer, tu m'as dit que c'était un enfer, hein, mais comment justement tu as réussi à faire finalement pour, malgré tout, comment continuer à avancer sur le projet? Nous, on s'est fait un serveur Discord et on avait des petits salons dessus et on a essayé de rendre ça le plus convivial possible. Parce que pour générer plein d'idées, c'est super facile de le faire quand tu échanges tout le temps avec des gens. Donc on a rendu ça le plus facile à faire possible. Oui, c'est de reproduire les conditions de présentiel, mais à distance. Ouais, avoir tes petites rooms où tu peux rejoindre quand tu as envie de parler, où tu t'écartes quand tu as envie de bosser et d'être très concentré. Mais essayer d'être autant que possible ensemble, de faire des partages d'écran, de se montrer des choses.
Ça nous a le plus aidé. Ok. Alors, on va faire une petite pause dans mes questions. Ce que je propose, si vous avez des questions, vous, dans la salle, je ne sais pas si vous en avez, mais c'est le moment. Alors, comme on n'a pas de micro à vous faire passer pour les gens qui nous regardent en live stream ou en replay, on va répéter la question quand vous l'aurez posée, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Moi j'ai une question. Quand tu travailles chez Ubuntu, vu que tu faisais un jeu par semaine, est-ce que le développement du jeu il s'arrêtait vraiment à la fin de la semaine ou genre après il y avait une phase de bug fix où tu implémentais des fonctionnalités un peu après, ou le développement du jeu il s'arrêtait vraiment à la fin de la semaine du jeu? Alors, je reprends juste la question pour ceux qui nous regardent. Donc la question c'est effectivement, est-ce que chez Voodoo le jeu s'arrête au bout d'une semaine ou est-ce qu'il continue à être développé par la suite, au-delà de la semaine impartie pour développer le jeu? On s'arrête. Ça, Terminé. Le vendredi soir, c'est terminé. Donc il n'y a Si plus t'as aucune oublié mise à quelque jour. chose, c'est terminé. Le seul cas où il y aura de nouveau du dev dessus, c'est s'il passe les prérequis pour devenir un hit. Et dans ce cas-là, il y aura beaucoup de dev dessus derrière. Mais si c'est un prototype et qu'il reste prototype toute sa vie, c'est terminé. Donc tu as vraiment, à la fin de ta semaine, il faut que ce soit béton et que ce soit parti sur le stand. Et qu'est-ce qui se passe si jamais le jeu n'est pas terminé justement à la fin de la semaine? Est-ce qu'il passe complètement aux oubliettes ou est-ce qu'un autre jeu est développé la semaine après ou est-ce qu'on laisse une semaine de plus pour le développement? Non, il n'y a pas de semaine en plus pour le développement, si tu finis ton jeu. D'accord, il n'y a vraiment pas le choix. Oui. C'est plutôt un sens effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle éventuellement? N'hésitez pas, hein, le but c'est que ce soit interactif. Je sais que c'est fatigant d'avoir des conférences à la suite comme ça, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense qu'Alexandre sera content d'y répondre. Et si vous n'en avez pas, je continue. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par la suite, on les prendra avec grand plaisir. Ma question, c'est un petit peu maintenant concernant ton avenir. Là aujourd'hui, donc tu as ton poste, et je pense que tu es heureux dans ce que tu fais. Comment tu vois la suite? La suite, ça va être finir ce premier jeu. Ouais. Le projet de boîte que nous on a, c'est d'avoir un studio où on continue de faire de la création et où nous on continue à être hyper heureux en y étant, ce qui est le cas aujourd'hui. Et on a décidé de ne pas devenir trop gros. Par contre, on sait qu'on aimerait avoir 2 équipes en parallèle. Donc si on fait un premier jeu qui fonctionne, notre but premier, ça va être de démarrer sur le 2e jeu. Et une fois qu'on sera lancé dans le 2e jeu, ce sera monter un 3e jeu tant que le 2e n'est pas fini, en forgeant une 2e équipe et monter à 30 personnes maximum. Et là, on s'arrête. On atteint le rythme de croisière de la boîte. Le but, c'est que ça se soit fini dans 4-5 ans maximum. Et du coup, le but final, vu que nous, on n'aime pas trop faire des prods pendant plus de 3 ans, après, tu as tendance à ne plus aimer ton projet, en avoir marre et être essoufflé, c'est de continuer à faire des jeux tous les 2-3 ans. Et ce qui veut dire qu'avec 2 équipes, c'est un jeu qui sort tous les 1 an et demi de chez Embers, de chez nous. Et forger vraiment la vision du studio qu'on a en tête. On essaie à chaque fois de faire des jeux originaux et qui prennent des genres qui existent mais qui les poussent plus loin. Et donc ça va être de monter vraiment cette identité d'entreprise petit à petit. Alors, question qui fâche peut-être, et tu n'es pas obligé d'y répondre, mais est-ce que vous avez un backup plan si jamais votre premier jeu ne fonctionne pas comme prévu? Est-ce que vous arrêtez tout ou est-ce qu'il y a une solution qui est prévue? Vous avez prévu de développer un 2e jeu? Comment ça se passe? En fait, on a pensé la structure du jeu pour pouvoir le terminer plus tôt. On a vraiment des mots comme MVP, ça vous parle à tous, je pense. On a créé le jeu et les milestones pour terminer le jeu, pour que d'ici la moitié de la production du jeu, on ait un MVP qui soit vendable. Donc si on a besoin, parce qu'on n'a plus de sous pour une raison X ou Y, de sortir le jeu plus tôt, il peut sortir. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye toujours d'avoir des choses qui fonctionnent le plus tôt possible. C'est un peu la même philosophie que chez Voodoo, avec les prototypes. On va faire la même chose pour le jeu. On a déjà fini notre prototype, là on est en train de terminer notre MVP qui sera fini dans quelques mois. Et toutes les milestones qu'il y a derrière, c'est du bonus pour faire de plus en plus le jeu qu'on avait en tête au départ. Et ça peut marcher avant, c'est ça notre backup. Ok, et j'imagine que le MVP en plus peut servir à rassurer des investisseurs potentiels ou des banques. Ça c'est terminé du coup. Ouais. Okay. C'est plus pour nous rassurer nous-mêmes déjà. Ouais. Et plus tôt tu as un MVP, plus tôt tu peux faire tester des joueurs. Et on n'a pas attendu la MVP pour faire tester des joueurs. Mais dès que tu as un MVP, tu as des datas qui sont beaucoup plus précises, qui auront beaucoup plus de valeur pour le marché pour plus tard. Ouais, parce que c'est super important d'avoir des données externes, parce que parfois on a la tête dans le guidon, on développe un projet, et ce sera la même chose pour vous d'ailleurs. Quand on développe un projet et qu'on est à fond dedans, on ne voit pas forcément des problématiques évidentes pour des gens qui sont externes au projet. Ouais. Donc, c'est 2 des méthodologies qu'on a, c'est Agile et Lean Startup. Bon, l'Agile, je pense que vous connaissez à peu près. C'est tout ce qui est sprint, fonctionnement de cycle de 2 semaines, pouvoir intégrer les nouveautés dedans. Par contre, le Lean Startup, c'est
construire quelque chose et vérifier que ça marche, et de là construire des nouvelles hypothèses, et on recommence la boucle. Mais ça veut dire le confronter le plus tôt possible à des clients, ou le plus tôt possible à ce qui est les clients pour ce que vous êtes en train de faire. Pour nous, les clients, c'est les joueurs. Donc le plus tôt possible, on a une brique qui est testable par des joueurs. Le mieux c'est, et c'est comme ça qu'on a construit la boîte en fait. Ouais, est-ce que tu disais ne pas avoir honte éventuellement de sortir un truc pas complètement fini? Le but c'est vraiment de tester parce que plus on attend, plus on s'enfonce, on va droit dans le mur, quoi. De toute façon, ce qui la plupart du temps te fait sentir de la honte quand tu es en train de commencer un projet, c'est juste de l'ego. Ouais. Donc si tu laisses un peu ça de côté et que tu as plus à cœur de faire un projet bien et d'oser te foirer tôt, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Parce que si, à cause de cette honte ou de cette fierté, tu le montres qu'à la toute fin, tu peux avoir des écarts énormes entre ce que tu avais en tête et ce qui va vraiment se passer dans la vraie vie. Et où tu vas te rendre compte que ton projet, soit il intéresse personne, soit il marche pas du tout, parce qu'il marche pour toi, mais il marche pour personne d'autre. C'est essayer de briser ça le plus tôt possible en le confrontant à la réalité, à des joueurs, à des clients, à ce que tu veux. Ça peut être même à des potes ou à d'autres gens d'Epitech, montrer ton proto et dire t'en penses quoi. Oui, tout à fait, pas la peine d'aller chercher très loin et pas la peine non plus d'avoir peur d'avoir une idée qui est copiée, parce que c'est une peur aussi qu'il peut y avoir chez les entrepreneurs, hein, souvent. Là, la seule raison qui fait que j'ai pas le droit de parler en détail du jeu, c'est des raisons marketing. Par contre, quand on est sur des salons ou quand on est dans des endroits où on a le droit de parler, on n'a aucun problème à décrire exactement l'idée du jeu. Parce qu'en jeu vidéo, ce qu'il y a de plus dur, c'est absolument pas d'avoir une idée, ça vaut absolument rien du tout. Ce qui est dur, c'est d'avoir une équipe qui est capable de la faire. Ouais. Et ça, nous, on sait qu'on l'a. Et on sait que même si quelqu'un d'autre a l'idée, Ouais, ils n'arriveront jamais à finir ce jeu avant nous. Et ils ne sont pas forcément même capables de faire la vision que nous, on a en tête. Du coup, c'est pas le plus important. Et c'est assez vrai pour le dev en général et pour tout ce qui est innovant, nouveaux prototypes. Tout l'entrepreneuriat, ouais. Très clairement, effectivement, parler de son projet, ne pas avoir peur d'avoir une idée volée. Ouais. À partir du moment où vous avez l'idée, c'est que vous l'avez déjà réfléchi, donc vous avez sans doute déjà de l'avance, même si vous allez décrire votre idée. A priori, vous avez de l'avance sur le projet. Et c'est ce dont je parlais avec le financement. Quand tu vas voir une banque et que tu parles que de ton idée, la banque, elle en a rien à faire parce qu'une idée, c'est rien de concret. Et montrer que tu as une équipe, montrer que tu as pensé comment ça va être faisable et comment ça va finir, ça les intéresse. Là, ça devient un vrai projet, ça devient une entreprise. Une idée, c'est pas du tout une entreprise. Et puis c'est aussi un bon plan de sortie si jamais effectivement le projet initial ne marche pas, il y a une équipe qui est là, donc c'est la capacité de pouvoir développer un nouveau produit éventuellement, ou même si on veut revendre sa propre start-up, c'est le moment aussi, parce qu'on peut dire on a une équipe qui sait développer un jeu, peut-être que le jeu n'est pas forcément rentable pour l'instant, mais on a une équipe qui est compétente, qui a travaillé ensemble pendant tout ce temps et donc qui est capable de prendre la relève. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux de ce choix de carrière? Est-ce que tu es content dans ce que tu fais? Franchement, il est parfait. Je sais pas si je resterai là-dedans toute ma vie, parce que j'aime bien tester des nouvelles choses, mais là aujourd'hui c'est absolument parfait. Je m'ennuyais un peu en faisant purement du technique, et il y a une grosse partie de ce qu'on peut apprendre à Epitech qui tourne vers le purement technique, mais si on regarde un peu, il y a vraiment moyen de partir dans d'autres directions, et mélanger le créatif et le technique, puis finalement faire que du créatif, pour moi c'était parfait. Et il y en a plein à qui ça peut plaire d'être un peu entre les deux. Un peu technique, un peu créatif. Ouais, c'est pas mal, varier un peu ses journées, varier le quotidien, puis varier le travail. Effectivement, ça paraît plutôt pas mal d'un point de vue externe. Donc tu dirais que ça vaut le coup a priori ce choix de carrière. 100%. Ok, super. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle éventuellement? Sinon, on va pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je sais que, comme dit, il y a beaucoup de conférences, puis il y en a une qui arrive juste après en plus pour vous, je crois. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez quand même un artiste talentueux qui est avec nous, donc c'est le moment de poser des questions. Super, j'espère qu'on ne vous a pas trop endormi. Par curiosité personnelle, il y en a qui sont intéressés par le jeu vidéo? Cool. Pas tellement. Ça fait pas beaucoup, effectivement. Il y avait pas mal en plus dans ma promo. Ouais, j'imagine que ça évolue avec les années. Ou est-ce que vous avez été dégoûté? Vous avez prévu de faire du jeu vidéo, vous avez été dégoûté parce qu'on vous a dit que c'était un secteur fermé, peut-être aussi? Non? Ok. Bon, tant mieux. tant mieux. En tout cas. Pour ceux qui veulent pas faire du jeu vidéo, retenez vraiment ce que j'ai dit sur la partie entrepreneuriat parce que c'est exactement les mêmes règles, peu importe que ce soit jeu vidéo ou pas. Ouais, très clairement. C'est pour ça qu'effectivement je suis rentré un petit peu dans ces détails-là parce que là maintenant vous rentrez dans ce processus créatif d'innovation, d'entrepreneuriat. Donc effectivement tout ça peut vous intéresser a priori. Merci beaucoup Alexandre d'avoir donné un petit peu de ton temps pour faire avancer cette moonshot. Bon courage à vous tous pour la suite. Encore une question, ouais. Oui, j'hésitais à la poser parce qu'elle est un peu spéciale. Mais elle me demandait si tu te sentais, en faisant des jeux vidéo, est-ce que tu te sens utile pour la société? Ouais, alors, je repose juste la question pour ceux qui nous regardent. Donc effectivement, est-ce qu'on se sent utile quand on développe des jeux vidéo pour la société? C'est marrant comme question parce que c'est une des questions que je me suis posée sur chacun des emplois que j'ai fait jusqu'à maintenant.
C'est un des points qui est hyper cruciaux pour moi. Et je t'aurais dit, le jeu vidéo en général, pas forcément. Le jeu vidéo chez Voodoo que je faisais avant, encore moins. Parce qu'en poussant l'hyper casu, tu as plutôt tendance à motiver les gens à pas réfléchir. Et par contre, le projet qu'on a en ce moment, où il y a un vrai message dans le jeu, et où c'est plus une expérience artistique, au même titre qu'un film, là oui, là j'ai vraiment l'impression de bosser pour quelque chose d'utile. Et c'est énormément lié au message et au type de jeu qu'on veut créer avec cette entreprise-là, c'est pas forcément lié aux jeux vidéo en particulier. Et l'autre aspect aussi, c'est de... J'ai bossé dans des entreprises avant, on s'y sent pas forcément toujours bien, et là le but c'était de créer une entreprise où chaque employé s'y sent bien, et c'est ce qu'on a réussi à forger aujourd'hui, du coup, oui. Voilà. Est-ce que c'est un but lucratif ou c'est quel genre de jeu sans trop l'expliquer, mais je veux dire c'est pour apprendre aux gens quelque chose ou c'est plus du divertissement? Ou les Non, deux? c'est du divertissement, mais dans lequel, dedans, le message et la narration te servent dans ta vie de tous les jours. C'est un jeu qui va te pousser à réfléchir, quoi. Mais c'est pas du tout un serious game ou un jeu ludo-éducatif. C'est un jeu pour des gens comme il y en a ici, des adultes en général. Et c'est plus réussir à te faire réfléchir un peu plus loin que juste ce que te donne ce que tu peux consommer chaque jour, quoi. Par rapport à ça. J'ai une conception du jeu vidéo, si je voudrais me lancer là-dedans, ce serait plus, comment dire, parce qu'en fait on apprend en jouant, on Ouais. apprend très bien en jouant et ce serait plus de l'apprentissage par le jeu, quoi. De ce que je peux te dire du jeu, c'est que nous on a un jeu qui est assez exigeant, plus proche d'un Dark Souls, un jeu assez dur en combat. Par contre, tout ce que tu vas rencontrer dans le jeu, tu vas faire face à des émotions. Et c'est plus une manière de gérer tes émotions et une manière de voir la vie. Tout ça, c'est des choses qu'on aborde comme thématique dans le jeu. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ça sert vraiment à quelque chose. C'est la vision que j'ai essayé de forger comme base du jeu. Et on a un jeu où on met pas de dialogue dedans. Et on va te faire directement ressentir et vivre les choses. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire qu'avec le jeu vidéo. Tu vas faire l'expérience de ces choses-là. C'est ce qu'il y a de plus proche d'une expérience dans la vraie vie. Là où dans un film ou un livre, tu serais juste spectateur. Là, nous, on va te les faire ressentir et tu pourras même pas lire dessus, tu pourras juste les sentir. Si on arrive à bien le faire, en tout cas, ça marcherait comme ça. Du coup, vous travaillez avec des sociologues, parce que si c'est des dialogues, c'est forcément des relations sociales. Là, il n'y a pas de dialogue. Nous, on n'a pas de Ah, dialogue. vous n'avez pas de dialogue? C'est exactement l'inverse. On te c'est fait vrai. tout vivre sans dialogue. Ah, ok. Ok, bah super, merci beaucoup pour toutes ces questions. S'il y a encore une question, c'est le moment, sinon après ce sera trop tard, ou ce sera hors antenne en tout cas. Mais je crois que c'est bon, on a fait le tour. Merci beaucoup encore une Merci fois à toi. pour toutes ces informations. À bientôt. À bientôt.